Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter, je ne sais pas si c'est à titre illustratif, mais je vais pouvoir réagir du coup à la présentation qui a été faite un petit peu sur les points de vue un peu méthodaux auxquels on s'est confronté justement pour mener cette étude qui a eu lieu donc en janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo. On a mené cette étude, juste un petit peu avant, en préambule, mener des études d'investigation comme ça, d'urgence sur l'impact psychotraumatique des attentats. Ils sont par définition très difficiles d'un point de vue méthodologique, puisque ce sont des événements qui sont imprévisibles et donc on ne peut pas contrôler un certain nombre de choses comme on le ferait avec une étude habituelle. Ah oui, donc ça a été publié récemment, hein, le premier article Princeps, puis on est en train d'étudier maintenant, ça c'est un papier un peu descriptif et Princeps, et puis les papiers analytiques et dont certains des résultats que je vais vous présenter là ne sont pas encore tout à fait publiés. Alors d'abord, c'est un travail qui a été fait avec un grand partenariat et je tiens à le souligner. C'est ce qui fait la pluralité des regards, c'est ce qui fait aussi la pluralité des disciplines et des enjeux auxquels on a été confrontés, qui nous a permis de mener à bien cette étude. Donc l'étude a été menée par Santé publique France, hein, puisque je suis responsable d'une antenne de Santé publique France à l'époque en Île-de-France, avec Paris 13, notamment toute une équipe de psycho, pédopsie avec Thierry Bobet et puis l'unité INSERM de l'UPMC, donc qui a repris la cohorte, puisque c'est une étude de cohorte. C'est un comité de pilotage et un comité scientifique qui ont aussi pris donc toutes les parties prenantes, c'est-à-dire pas seulement les institutionnels ou les chercheurs, mais aussi les personnes de terrain. On a notamment toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces événements d'un point de vue des intervenants, c'est-à-dire la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la police nationale, la gendarmerie, les associations comme OSE, hein, qui est l'œuvre de sociale des enfants, la Société protectrice de Paris, de mettre autour de la table des gens comme ça, qui soient à la fois du ministère de la Santé, de la Justice et de l'Intérieur. En soi, c'était déjà un beau challenge, quoi. Mais c'est ce qui a permis aussi de pouvoir aller aussi avec des personnes. On a essayé de mettre aussi des personnes qui étaient victimes avec des associatifs, mais aussi des personnes qui avaient été directement impliquées, ce qui a permis aussi de changer le regard sur un certain nombre de choses. On a eu des collaborations nationales par la suite, puisqu'il y a eu malheureusement des événements qui se sont répétés. Donc par l'étude de novembre, donc notre protocole a servi aussi à nourrir cette réflexion-là. Et puis là, je reviens de voir les personnes qui ont été confrontées aux attentats de Nice, parce qu'on développe des collaborations également avec elles. Et puis également avec nos collègues européens, parce que comme on l'a dit, c'est des choses qui se répètent. Les événements récents aussi à Liège, voilà, on a nos amis belges avec nous. On a surtout aussi beaucoup d'aide de la part de la Norvège avec ce qui s'est passé sur l'île d'Utøya. Et donc on continue à travailler, à questionner, parce que comme on vient de le voir précédemment, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la façon dont on va mesurer ces troubles et la façon dont les victimes sont prises en charge. Alors juste un petit préambule aussi pour dire que les troubles chroniques qui sont associés au psychotraumatique, on a parlé d'état de stress post-traumatique, de la dépression, des troubles anxieux qui sont, et c'est vrai, beaucoup moins développés dans la littérature que l'état de stress post-trauma, le risque suicidaire, les conduites addictives. Et la littérature, comme on l'a dit, elle s'intéresse le plus souvent à l'état de stress post-traumatique. Et elle s'intéresse aussi le plus souvent aux victimes ou aux personnes qui ont été directement menacées. Là, je vous ai juste mis une petite méta-analyse qui montre un petit peu que la dynamique du psychotrauma, elle est très différente selon qu'on parle d'un événement, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement qui soit intentionnel comme un attentat. Quand on mesure, par exemple, l'état de stress post-trauma, hein, puisque ça, c'est ce qui a été mesuré, au cours du temps, on se rend compte qu'après un événement naturel, la tendance, elle est normalement spontanément à la baisse, ce qui n'est pas forcément le cas pour un attentat qui est d'origine intentionnelle. Quand on fait des études épidémiologiques, on arrive à peu près au mieux, si on est très réactif et qu'on arrive à aller sur le terrain, au mieux 3-4 mois après les événements. Donc on se situe déjà, on va dire, pour mesurer la survenue des troubles, on va mesurer ce qui se passe à 3-4 mois. Nos collègues israéliens vont beaucoup plus vite, mais ils n'ont pas toutes nos formalités administratives de CNIL, et enfin, ce n'est pas tout à fait le même système.
Et puis ils ont malheureusement beaucoup d'expérience, donc ils sont beaucoup plus rodés, y compris institutionnellement, pour travailler sur ces sujets. Alors l'objectif de cette étude impact était d'évaluer donc l'impact psychotraumatique, mais aussi de décrire les trajectoires de soins, puisqu'on l'a vu, on a beaucoup à faire sur la prise en charge des victimes. Et donc déjà, la première des questions, c'était d'estimer un peu la survenue de l'état de stress post-trauma, ne serait-ce que pour se comparer à la littérature, puisque c'est ce qui a été de plus étudié. Mais pas seulement, on voulait aussi étudier les formes, ce qu'on appelle les formes subsyndromiques, c'est-à-dire avant l'état de stress post-trauma, un peu les signes qui sont un peu précurseurs de cet état de stress post-trauma. On a également mesuré les impacts au sens large, c'est-à-dire l'impact aussi social, sur la vie sociale, sur la vie professionnelle. On a mesuré aussi les troubles somatiques qui pourraient être liés aux attentats. Et on a mesuré la dépression, les troubles anxieux et tout un tas de survenues de l'état mental par le MINI notamment. Et puis ensuite, on voulait mieux comprendre les déterminants qui étaient associés à l'apparition de ces troubles et puis d'essayer d'identifier les facteurs de recours ou de non-recours aux soins, qu'ils soient sanitaires ou d'accompagnement, après les événements. Donc la population, c'était celle qui était impliquée dans les attentats du 7, 8 et 9 janvier. On a pris des personnes à partir de 16 ans parce qu'on n'avait qu'un enfant de 4 ans qui était concerné à l'hypercachère. Et comme ce sont des outils psychométriques très différents entre les adultes et les enfants, on s'est concentré sur les plus de 16 ans. Donc la première des défis un peu méthodos, c'était de classer un peu nos sujets selon les différents degrés d'implication, puisqu'on avait des exposés directs. Et pour avoir un état de stress post-trauma, on a déjà défini comme critère éligible le critère A, donc le stressor de l'état de stress post-trauma, qui pose aussi question, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Alors le critère A, juste pour info, c'est le fait d'avoir été exposé, enfin d'avoir craint pour sa propre vie ou d'avoir une menace de mort imminente, d'avoir craint pour son intégrité physique. Ah bon. Alors, comment on s'y est pris ? Pas facile déjà de savoir qui avait été concerné par l'attentat. On a des listes nominatives. La liste des CUMP, les cellules d'urgence médico-psy, la liste des gens qui ont été pris en charge à la PHP, la liste SINUS pour le ministère de l'Intérieur, et puis la liste de la ministère de la Justice. Enfin, il y avait plein de listes. Nous, on a demandé à tout le monde pour avoir les noms et pour avoir essayé un peu de récupérer les personnes qui avaient été impliquées dans les événements. Honnêtement, on a mis 3-4 mois à essayer de récupérer ces infos dans nos comités de pilotage dont je vous parlais tout à l'heure, avant de se rendre compte que tout le monde les avait, sauf nous, quoi. C'est un grand moment de solitude. Et en plus, ils ne pouvaient pas nous les passer. Donc comme ça, c'était bien. Donc il a fallu retravailler en fait, avec chacune de ces institutions pour qu'ils puissent leur présenter l'étude et leur demander s'ils voulaient bien participer, puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir un accès direct à ces listes qui sont nominatives et confidentielles. Une fois qu'on a eu ces listes, on n'avait en fait qu'une partie de notre population, puisqu'on avait les gens qui étaient pris en charge, qui étaient déjà quelque part dans le système. Nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi tous ceux qui n'étaient pas pris en charge, puisqu'on voulait savoir pourquoi. Du coup, on a complété cette première recrutement par liste par une enquête de terrain. On est allé sur place. Il y avait 4 événements, donc près de Charlie Hebdo, en suivant la trajet de fuite des terroristes, autour de la porte de Vincennes, au site d'Amartin-en-Gouel, et puis quand c'était la fin donc, de l'imprimerie, et à Montrouge où il y a eu la policière de tuer. Ça nous a permis d'essayer de mesurer où avaient eu lieu les impacts visuels et aussi auditifs. Et on a pris un peu un curseur de 50 à 100 mètres selon l'urbanisme pour définir un peu notre périmètre d'intérêt. Et puis on a distribué des lettres et des courriers d'information dans toutes les boîtes aux lettres. Ce qui n'est pas non plus évident parce qu'à Paris, il y a des codes. Donc pour rentrer dans les boîtes aux lettres, il a fallu se coller au facteur. Mais bon, on a réussi. On a aussi doublé ces lettres d'inclusion. Elles nous permettaient aussi de voir les critères d'éligibilité, savoir si les personnes avaient été physiquement là pendant les événements. Si c'était le cas, elles pouvaient remplir un questionnaire sur un web questionnaire, mais on l'a aussi fait de façon papier, et on a bien fait parce qu'on a beaucoup de gens finalement qui n'avaient pas Internet, notamment des personnes âgées qui étaient plus souvent là à cette heure-là. Alors pour les intervenants, c'était différent. On a dû relayer l'information par la hiérarchie. Donc c'était un courrier qui était transmis aux intervenants par le mail.
Alors ça, c'était intéressant parce que du coup, on n'a pas eu la gendarmerie de Montrouge parce que la hiérarchie a décidé que c'était trop difficile pour eux. Ils avaient une collègue qui était décédée et donc ils n'ont pas voulu participer à l'étude. Or, on a récupéré ces personnes par les listes des cellules d'urgence médico-psy et qui étaient plutôt contents de participer. Donc ça, voilà, c'était un peu la lettre qu'on a envoyée. Puis après, un questionnaire sur Internet pour collecter les données. Alors ensuite, la collecte des données, elle s'est faite, donc, comme je vous disais, soit par la liste, soit par... parce qu'il faut être inventif, hein, puisqu'on n'a pas comme je vous disais, hein, c'est difficile de savoir qui avait été impliqué, par les courriers. Et puis pour recueillir les proches et les endeuillés, on est passé par les gens qui étaient déjà dans notre étude pour faire un peu une technique en boule de neige. Donc on a multiplié un peu plusieurs recrutements. Et puis une fois que les personnes étaient éligibles dans l'enquête, on leur a donné un rendez-vous téléphonique avec des enquêteurs. Alors ces enquêteurs, on les a recrutés de façon assez minutieuse, hein. On a eu plus de 400 CV, on en a recruté 20. Donc des psychologues qui étaient formés au psychotrauma pour pouvoir accueillir les récits douloureux, pour pouvoir savoir quoi faire en cas de difficulté et surtout pouvoir orienter les victimes et les personnes qui en avaient besoin vers des structures ad hoc. Donc les entretiens ont eu lieu avec le MINI. Ouais. Donc je reviens sur les critères. Bon, ça c'était juste pour montrer que sur les 978 répondants, on a une première et une deuxième vague d'études. On a à peu près 351 qui ont été recontactés à la deuxième vague et 432 qui ont été faites pour la première vague. Donc voilà les résultats. Sur nos 400, excusez-moi, j'étais un peu longue sur la méthodo, mais comme je pensais que c'est un congrès plutôt méthodo, voilà, je voulais discuter un peu de ces aspects-là avec vous. Sur les résultats, donc on a 190 civils et 232 intervenants. Ce qu'on appelle civils, donc ce sont soit des victimes, soit les otages de l'hypercachère, soit les gens qui ont été blessés, soit des proches, ou soit des témoins qui étaient sur les lieux, ou des témoins qui étaient un peu plus à proximité, mais toujours dans nos 100 mètres. Hein. Et puis ça, c'est les intervenants. Donc j'ai mis en rouge les pompiers, en bleu les forces de l'ordre et d'intervention, c'est-à-dire le RAID, et en orange, c'est les associations de premiers secours. Donc juste qu'on voit, au niveau des données sociodémographiques, bon, très globalement, la population civile est très différente de la population des intervenants. Puisque les intervenants, ils ont un sexe ratio déjà très différent, ils sont un peu sélectionnés. Hein. Vous avez le biais du travailleur sain, donc on voit que c'est des gens qui sont un peu sélectionnés à la fois sur leurs antécédents, mais aussi en termes de sexe ratio. C'est des gens qui sont souvent, à la fois en population civile et en intervenant, plutôt bien entourés, avec des catégories socio-professionnelles supérieures assez importantes, notamment à Paris, où il y avait des commerçants du côté de l'hypercachère et plutôt des journalistes du côté de Charlie Hebdo. Et puis on avait quand même au niveau des intervenants 22% qui étaient sans activité professionnelle. Alors sur les antécédents, ce que je vous disais un peu, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont suivies depuis plus de 6 mois pour un problème d'ordre psychologique chez la population civile par rapport aux intervenants. Hein. C'est le biais du travailleur sain qu'on retrouve en épidémiologie. La même chose pour les traitements pour insomnie, dépression ou anxiété. Donc c'est un peu des antécédents qu'on a essayé de recueillir pour connaître un peu l'historique des personnes. On leur a demandé aussi tous leurs antécédents traumatiques allant jusqu'aux violences sexuelles dans l'enfance. Enfin, on a essayé de récolter un peu tous les antécédents traumatiques qu'ils avaient pu avoir auparavant. Il y a beaucoup d'antécédents traumatiques chez les intervenants, notamment de fait de leur vie professionnelle, notamment les pompiers, avec toutes les interventions sur lesquelles ils ont dû intervenir. Et puis on a recueilli aussi quelques items sur les difficultés qu'ils ont eues pendant l'année. Donc ça peut être un divorce, c'était à la fois positif et négatif. Hein. Ça peut être un mariage aussi, une naissance. Enfin, on a essayé de recueillir un peu tout ça puisque c'est une étude de cohorte et donc on va les suivre dans le temps. On a beaucoup de personnes qui sont dites être plutôt entourées, notamment chez les intervenants parce qu'il y a un esprit de corps très fort, que ce soit à la fois chez les policiers ou chez les pompiers. Alors, si on regarde un petit peu les expositions, on a une exposition qui a été surtout très forte chez les policiers, qui ont été directement menacés, puisque ce sont eux directement menacés, c'est qu'ils ont eu l'arme pointée sur eux. Et puis, en population civile, on avait
31% des personnes qui étaient directement menacées, 43% sur les lieux, 19% de témoins à proximité et 7% de proches et d'endeuillés. La durée d'intervention aussi était conséquente chez les forces de l'ordre, elle s'est encore accentuée avec l'année qu'on a passée, enfin en 2015, qui est un facteur qui est assez important, puisque en moyenne, ils étaient intervenus 6 heures. Et jusqu'à 13 jours dans la suite des événements avant d'avoir du repos. Donc ça a des répercussions très importantes en santé-travail. Vous avez 9% des intervenants qui ont été mis en repos à l'issue de l'intervention. Et concernant l'impossibilité de travailler, donc c'était 8% chez les intervenants, mais 32% en population civile, donc des conséquences importantes. On a fait l'étude à peu près 6 mois après les événements, il y avait encore 6% des personnes qui n'avaient pas repris leur travail. La durée médiane des arrêts était à peu près de 5 jours en population intervenante et 15 jours en population civile. L'impact en santé générale n'était pas négligeable non plus, puisqu'on avait beaucoup de troubles somatiques que les gens, donc c'est du déclaratif, liés aux attentats. À peu près un quart des personnes avaient des troubles à type mal de dos, fatigue, insomnie, des douleurs articulaires ou respiratoires ou dermatologiques. On avait 22% des personnes qui avaient augmenté leur consommation de substances psychoactives, alcool, tabac essentiellement, et 9% chez les intervenants. Dans ces consommations-là, elles sont très différentes aussi chez les intervenants. C'est souvent plutôt des médocs chez les blancs, entre guillemets, et plutôt autre chose. Plutôt beaucoup de sport aussi. On avait un peu des compensations sur différents tableaux selon le type d'intervenant. Alors, on a mesuré l'état de stress post-trauma donc par le MINI. On n'avait que 3% chez les intervenants, mais 18% en population civile. La dépression concernait 10% de la population civile, 1% chez les intervenants, et les troubles anxieux qui étaient beaucoup plus fréquents aussi en population civile que chez les intervenants. Nous, ça nous a posé 2 questions. D'abord, on voit que la population intervenante, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est différente de la population civile, parce que déjà, les gens s'attendent plus ou moins à ce qu'ils vont voir. C'est pas du tout les mêmes. Il y a le biais dont on a parlé. C'est pas du tout les mêmes gens. Mais surtout, on pense que nos outils sont pas forcément les mieux adaptés. On en parlait avant, et je pense que le MINI et l'état de stress post-trauma n'est pas forcément quelque chose d'intéressant dans cette population-là. Il faudrait peut-être plus parler de stress dépassé, de burn-out. Enfin, il y a tout un tas de concepts qui sont complètement différents de l'état de stress post-trauma tel qu'on l'entend. Sur l'analyse multivariée, les facteurs qu'on a trouvés associés à l'état de stress post-trauma, et j'en terminerai là, donc c'est la perception du soutien social. Donc quelque chose qui est important, c'est que le fait de se sentir seul. Donc on a des os ratios avec des grands intervalles de confiance parce qu'on a très peu de gens, donc forcément. Mais quand même un facteur qui ressort tout le temps dans les analyses multivariées, c'est cette perception du soutien social. On a aussi le score STRS qui est un peu un score qui va mesurer la réponse adrénergique du corps au moment de l'événement. Donc en fait, la perception du traumatisme était quelque chose qui était prédictif de l'état de stress post-trauma. On a regardé juste donc, les facteurs aussi sur la dépression et les troubles anxieux. Et alors là, on trouve quelque chose qui, pour ça que je voulais rebondir aussi avec l'intervention précédente, c'est que nous, on a trouvé que la prise en charge médico-psychologique à 48 heures, parce qu'on a essayé de mettre un peu les choses en perspective au niveau temporel, donc la prise en charge immédiate au bout d'une semaine et puis dans les mois qui ont suivi, était protectrice sur les troubles anxieux et la dépression, mais pas sur l'état de stress post-traumatique. On voit aussi que le sexe est un facteur de risque, on retrouve dans la littérature, chez les femmes notamment. Puis on avait quelque chose d'un peu plus original, c'est l'impact sur l'activité économique de l'entreprise où la personne travaille, qui jouait beaucoup, de façon même avec une relation dose-effet, sur la dépression et les troubles anxieux, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer à cause des attentats. Et ça a eu des conséquences dans la vie de tous les jours pour ces personnes. Voilà, donc en synthèse, on a des conséquences psychotraumatiques qui sont importantes. 18% en population civile pour l'état de stress post-trauma, 20% pour une dépression, 30% pour des troubles anxieux, et ce, 6 mois après les événements. Ça suivait un gradient. Plus on était explosé, plus on avait ces troubles. Et il y avait plus d'un tiers des personnes qui s'étaient retrouvées dans l'impossibilité de travailler du fait de leur santé, et 6% qui n'avaient pas repris leur travail. Un peu moins d'impact parmi les intervenants, mais on a des manifestations somatiques importantes. Et les facteurs associés à l'état de stress post-trauma, c'est cette réaction adrénergique au moment des faits, ce qui soulève un peu la question de ce qu'on entend un peu par personne touchée, parce que c'est pas forcément d'être exposé et d'avoir été directement menacé qui fait qu'on est une personne exposée, mais on peut avoir des conséquences psychotraumatiques importantes
même quand on n'a pas été directement exposé. Du coup, j'ai pas trop le temps sur la prise en charge, donc je vais arriver. Juste pour dire qu'on a fait aussi des analyses qualitatives pour avoir des méthodes mixtes. Les récits étaient souvent empreints de perceptions sensorielles brutes, hein. Des rapports aux médias qui ont été aussi très importants à analyser, avec beaucoup de génération de colère, avec la diffusion répétée des images qui a aussi provoqué des difficultés, surtout chez les familles, hein. Notamment, il y avait une fracture entre la vie professionnelle et la vie familiale qui s'est créée chez les intervenants. Un grand témoin de sentiment de désorganisation dans les premiers attentats qui a été un peu réglé, entre guillemets, avec les deuxièmes. Et puis une ambivalence par rapport au soutien psychologique. D'un côté, il trouve les nécessaires et suffisants, mais on a eu tout état de débats pour savoir si ça devait être systématisé ou pas, pour ne pas stigmatiser certaines personnes. En tout cas, chez la population civile, ce qui était le plus dramatique peut-être, c'est que l'étude elle a été perçue comme une opportunité de prise en charge, puisqu'il y avait plein de personnes qui en avaient vraiment besoin, et même 6 mois après, qui n'avaient reçu aucune aide de personne, et qui se sentaient eux-mêmes même pas légitimes pour demander de l'aide, puisqu'il y avait des personnes plus touchées qu'eux. Voilà.